Merci Hervé, merci Pierre. Donc, comme l'a dit Pierre, on sait ce qu'il faudrait faire. Hein, on sait à peu près d'où viennent nos émissions carbone en tant que consommateurs, la consommation de protéines animales. On sait ce qu'il faudrait faire, diminuer cette consommation, mais on ne sait pas forcément comment le faire. Et donc ça pose la question des politiques publiques qui peuvent amener les consommateurs à changer leur choix de consommation et à s'orienter vers des régimes alimentaires plus durables. Ce qui veut dire qu'il faut s'intéresser à la manière dont les consommateurs font leurs choix en magasin, chez eux, dans les restaurants, etc. Et pour ça, y a plusieurs sciences sociales qui s'y intéressent. Il n'y a pas que l'économie, il y a la sociologie, etc. La particularité de l'économie, ça va être de proposer deux choses. Premièrement, des métriques. Vous avez tous entendu parler des analyses coût-efficacité, coût-bénéfice, etc. Et donc, il y a la question de la construction de ces métriques. Et puis, deuxièmement, ça va être de tenir compte du fait que les agents économiques, les consommateurs, mais aussi les entreprises, réagissent aux politiques publiques, sont proactifs. Voilà. Donc, partant de ce cadre-là, je vais vous faire une présentation qui va vraiment rappeler un peu les ingrédients de l'analyse économique, et notamment, alors je vais le présenter de manière littéraire, mais en fait, ça a des conséquences en termes d'outils quantitatifs, parce que quand on parle de métriques, on parle de chiffres. Et puis, quelques exemples aussi, après, de résultats qu'on a sur les comportements de consommation, pour vous montrer que ça reste quand même très compliqué de modéliser les comportements des consommateurs. Donc, les ingrédients clés de l'analyse économique, le premier, c'est que les consommateurs ont des préférences sur les produits alimentaires qui leur sont proposés. Ils connaissent ces préférences, c'est-à-dire qu'ils arrivent en magasin, ils ne sont pas incertains sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, etc. C'est déjà une première hypothèse contestable, mais on part de ça. Ils ont des préférences, et ces préférences, dans, on va dire, le cadre normatif de référence, ces préférences, elles sont révélées par les choix alimentaires. Si je suis prêt à payer plus pour un panier alimentaire A que pour un panier alimentaire B, alors je préfère A à B. Pour aller vite, je demande aux collègues dans la salle de m'excuser. Sous certaines conditions, ces préférences révélées, elles sont rationnelles. Alors, il y a un point très important dans l'idée de rationalité, c'est que c'est une rationalité qu'on appelle conséquentialiste. C'est-à-dire que les consommateurs, ils sont capables, ils vont prendre en compte toutes les conséquences de leur choix, et notamment l'impact sur la santé. Voilà. S'ils tiennent à l'environnement et aux impacts environnementaux, ils vont vraiment tenir compte au moment de leur choix, etc. Donc il y a vraiment une notion de rationalité qui est assez forte, assez contraignante. Et ces préférences rationnelles, elles peuvent être représentées par une fonction d'utilité et des paniers alimentaires différents, des utilités différentes. Donc les consommateurs, ils ont des préférences à la fois sur les quantités qu'ils achètent, plus ou moins de viande, et sur les qualités de produits achetés. Viande sous label rouge ou pas sous label rouge. Alors, comme ils ont des préférences sur différentes dimensions de la qualité, ils ont des préférences sur les caractéristiques des produits. Et ce qui est intéressant par rapport à des notions plus, on va dire, de politique publique, telles que la notion d'alimentation durable, c'est que les différentes dimensions de la qualité renvoient aux différentes dimensions des régimes alimentaires durables. Si j'ai le pointeur. Bon, j'y arrive pas. L'environnement, la santé, sécurité alimentaire et nutritionnelle, environnement à nouveau, biodiversité, écosystème, culturellement acceptable, ça veut dire quoi dans la définition d'alimentation durable? Ça renvoie au fait qu'il faut satisfaire ses préférences hédoniques. Et puis, économiquement équitable et accessible, ça c'est la durabilité socio-économique. Alors le problème, c'est que ces différentes dimensions de la qualité des produits, elles sont plus ou moins bien observables. Et pour les rendre observables, souvent les politiques mises en œuvre, c'est des politiques d'étiquetage. Donc on a l'étiquetage nutritionnel, avec notamment le Nutri-Score. On a des labels de production, type agriculture biologique. On a des labels qui renvoient aux dimensions socio-économiques de l'alimentation, Fairtrade par exemple, et puis des labels qui renvoient plus peut-être à la qualité hédonique de l'alimentation, comme le label rouge.
Et donc il y a tout un tas de travaux, notamment en économie agricole, qui visent à quantifier la disposition à payer des consommateurs pour des produits sous label de qualité par rapport à des produits plus conventionnels, et donc à donner une valeur à ces labels et à la qualité. Alors le deuxième ingrédient clé, c'est que l'analyse économique, c'est que les choix des consommateurs, ils sont contraints. Ils sont contraints, bien entendu, par leur budget, il y a une contrainte budgétaire. Et donc, en général, la plupart des travaux en économie se focalisent et se limitent à cette contrainte. Mais il y a aussi quelque chose qu'on oublie souvent, c'est une contrainte de temps. Pourquoi ? Parce que le consommateur, il ne dérive pas de l'utilité d'un plaisir, d'un steak cru. Okay, il doit le cuisiner, en fait. Et il doit l'accompagner avec des frites ou avec de la salade, s'il fait un régime. Donc, il dérive de l'utilité de repas qui sont produits en combinant des temps et des aliments. Et le temps, il a un coût d'opportunité. Parce que je peux cuisiner plus ou je peux me faire livrer. Et puis, si je me fais livrer, eh ben, je vais pouvoir regarder une série, etc. Et puis, si ça se trouve, en fait, regarder une série, ça me fait plus plaisir que cuisiner. Donc, comme on n'a que 24 heures dans la journée, en fait, il va y avoir des arbitrages très importants qui vont déterminer quel type d'aliments on achète. Il y a une contrainte sur l'information disponible sur les biens, et puis information disponible sur mes propres préférences. Quand j'ai commencé cette présentation, j'ai dit, voilà, les préférences, elles sont bien informées. Et les consommateurs sont sûrs de leurs préférences. En fait, ce n'est pas vraiment le cas. Il y a plein de situations de choix où les consommateurs ne connaissent pas nécessairement leurs propres préférences. Et le cas typique, en fait, c'est quand il y a un nouveau bien qui arrive sur le marché. Là, on ne connaît pas ses préférences pour ce bien. Et puis, il y a des contraintes sur la perception et la cognition. Alors, c'est la perception des quantités et des volumes, la perception et l'intégration de l'information. On a une attention et une mémoire qui sont limitées. On a un traitement, on va dire, motivé de l'information en fonction des préférences qu'on a. On va accepter d'intégrer certains types d'informations ou pas, etc. Alors ça, je donnerai quelques exemples par la suite. Le troisième ingrédient clé, c'est que le consommateur rationnel choisit le panier alimentaire qui maximise son utilité compte tenu de toutes les contraintes auxquelles il est soumis. Donc ça, c'est plus on va dire, c'est un ingrédient technique. Voilà. On maximise son utilité sous contrainte. Alors, comme j'ai dit, de nombreuses études supposent que les consommateurs sont confrontés uniquement à une contrainte budgétaire et petite, on va dire, digression mathématique, on maximise son utilité sous une contrainte de budget, ce qui fait que la consommation observée, à partir de la... Si je suis observateur extérieur, je suis économiste, j'observe des consommations, j'observe des prix, j'observe des revenus, et bien, à partir de ça, je peux en inférer les préférences des consommateurs. Et je vais appeler ça les préférences révélées par les choix. Voilà. Alors, on utilise ce cadre assez mathématique pour étudier les préférences des consommateurs et le rôle des contraintes avec différentes méthodes. Donc, il y a des méthodes théoriques. Alors, les méthodes théoriques, elles sont notamment intéressantes pour comprendre les interactions entre la demande des consommateurs et l'offre sur les marchés, parce que les marchés ont une certaine structure, il y a plus ou moins de concurrence, il y a des relations verticales entre distributeurs et producteurs, etc. Il y a des méthodes économétriques, donc ça, c'est des approches statistiques éclairées par la théorie économique, et là, on s'intéresse essentiellement à l'identification de relations de causalité. Par exemple, s'il y a un choc sur les prix, si on fait une politique de taxation, si on fait une politique, si on change les tarifs douaniers aux frontières, comment est-ce que ça va impacter les choix des consommateurs et des entreprises. Et donc ça, c'est des études statistiques. Et puis, il y a l'économie expérimentale qui peut se faire en laboratoire ou sur le terrain. Et là, c'est quelque chose que vous connaissez bien ici. On a un groupe contrôle et un groupe de traitement. Et puis voilà, on définit un traitement. Et puis comme ça, on peut bien identifier l'effet du traitement sur la population. Alors, effet des prix et des revenus. Donc, les consommateurs rationnels, ils ajustent leur choix à la contrainte budgétaire. Donc, les prix vont avoir un effet direct et un effet croisé.
et induire des substitutions entre groupes d'aliments. Et puis il y a un effet sur le revenu. Alors là, je prends un exemple, juste un exemple simple, vraiment. On a une consommation C1, c'est les protéines végétales, C2, c'est les protéines animales. On a une droite de budget initiale en vert, avec des prix P1 et P2, et puis on fait une politique publique qui est de taxer les protéines animales et de subventionner les protéines végétales. Voilà. Et donc finalement, cette politique publique, elle induit que les prix des protéines végétales diminuent, les prix des protéines animales augmentent. Donc on se retrouve avec la contrainte budgétaire en violet. Voilà. Le revenu du consommateur ne change pas. Donc ce qui se produit, c'est qu'il y a un effet prix direct et des effets prix croisés. Donc ça va amener le consommateur à opérer des substitutions. Alors s'il y a une sorte, on va dire, de perte de pouvoir d'achat du consommateur, si on compensait pour cette perte de pouvoir d'achat, en fait, dans ce cas-là, en fait, il resterait sur cette courbe budgétaire en pointillé, et il serait sur ce point-là. Donc il diminuerait sa consommation de protéines animales, il augmenterait sa consommation de protéines végétales. Mais le problème, c'est qu'il peut y avoir des politiques de taxation-subvention qui, en fait, diminuent, on va dire, le pouvoir d'achat global des consommateurs. Ça, c'est ce qu'on appelle un effet revenu, qui va dépendre aussi des préférences des consommateurs, hein, parce que les consommateurs, ils peuvent aimer très, très fortement la viande et pas vouloir substituer pour du tofu. Donc, dans ce cas-là, cet effet revenu, il va limiter la hausse de la consommation de protéines végétales. Et ici, on peut se retrouver, alors c'est un cas extrême, mais ici, où finalement, la consommation de protéines animales, elle n'a pas beaucoup diminué, et puis la consommation de protéines végétales a diminué. Okay. Alors, pourquoi c'est... Alors ça, c'est un cas très très simple, mais vous imaginez bien que dans un hypermarché où il y a 12 000 références alimentaires, les possibilités de substitution, elles sont multiples, en fait, face à une politique de taxation. Okay. Un consommateur, il peut changer la qualité des produits qu'il achète. Hein, typiquement, il peut basculer de marque nationale à des marques de distributeurs. Il peut changer de magasin, etc., etc. Donc c'est extrêmement compliqué, en fait, d'anticiper les réactions que les consommateurs peuvent avoir à des politiques de prix. Bon, voilà. Alors après, on fait des études, etc. Il faut toujours les prendre un petit peu avec des pincettes. Le message essentiel, c'est que les consommateurs réagissent en s'adaptant et en essayant de modifier le moins possible, en général, leurs préférences. Les préférences, elles ne sont pas... ils essayent plutôt de satisfaire le mieux possible leurs préférences. Voilà. Alors, illustration d'effets de prix et revenus sur longue période. Donc ça, c'est des données de statistiques nationales. Et juste pour illustrer le fait qu'il y a eu un élément important sur les, on va dire, 70 dernières années, hein, ça ne commence pas que dans les années 80, c'est l'essor de l'alimentation transformée. Et cet essor-là, il a été induit par des variations de prix relatifs entre aliments transformés et produits bruts, et par la hausse du revenu réel. Donc là, vous avez à gauche pour vous un indice de prix, et vous voyez que l'indice de prix, si vous prenez par exemple, on va dire les plats cuisinés en violet, il diminue. Okay. Le bœuf, ça augmente. Vous regardez maintenant les quantités par habitant, vous avez un indice pour le bœuf qui diminue et pour les plats cuisinés qui augmente. Voilà. De manière générale, il y a eu une augmentation de la part des aliments transformés dans l'alimentation et les prix et les revenus ont joué un rôle, là-dedans. Alors, qu'est-ce qui a été important également dans cette évolution? C'est la hausse du coût d'opportunité du temps lié à la hausse des salaires horaires. Hein. En fait, ça veut dire quoi la hausse des salaires horaires? Ça veut dire que si je peux gagner plus par heure travaillée, alors j'ai peut-être intérêt à travailler et puis à passer moins de temps à la maison, à des activités domestiques, dont la cuisine. Et donc ça, c'est une étude sur données britanniques de Rachel Griffiths et ses collègues qui introduit la notion de prix implicite.
Hein, le prix implicite d'un repas, c'est le prix des ingrédients, mais c'est aussi, il faut y ajouter le prix du temps passé à cuisiner, qui est valorisé au salaire horaire. Et donc, sur longue période, ce qu'on observe, c'est une diminution du prix des ingrédients, okay, une diminution du prix de l'alimentation transformée, mais si on rajoute au prix des ingrédients le prix du temps, vous voyez qu'en fait, le prix des repas préparés à la maison, en fait, a augmenté par rapport au prix des aliments transformés. Donc voilà, donc augmentation de la part de l'alimentation transformée dans l'alimentation totale. Alors ça, c'est important aussi également parce que dans l'alimentation transformée, il est possible que les consommateurs contrôlent un peu moins la composition. Et il peut y avoir également, enfin c'est une source de protéines animales non négligeables. Perception et cognition. Alors ça, c'est une expérience réalisée par Pierre Chandon et Brian Van Sink. En fait, là, je vais vous montrer quelques exemples en fait, de cas où on peut se dire, finalement, est-ce que les consommateurs sont vraiment rationnels? Est-ce qu'il n'y a pas finalement des contraintes de cognition et de perception qui font que les choix des consommateurs ne sont pas si rationnels que ça? Donc dans cette expérience, en fait, il présente au sujet, alors l'échantillon n'est pas très grand, mais il y a 8 repas, et on a demandé au sujet d'estimer la taille du repas en calories. Et puis, on estime un modèle de perception psychophysique, alors ça c'est une loi en psychophysique hein, qui relie perception et réalité, la loi de Fechner, et voilà, c'est ce modèle-là, ok ? Donc, là, on a le nombre, sur ce graphique, on a le nombre de calories réelles dans le repas, et là, on a l'estimation. Et là, on a la courbe, hein, on estime la courbe psychophysique, et vous voyez qu'il y a une sous-estimation systématique du nombre de calories dans les repas. Voilà. Et ça, c'est observé que ce soit pour les personnes de BMI d'IMC normal ou les personnes en surpoids. Voilà. Donc, ça, le message ici, c'est juste que, voilà, on a des perceptions déformées de la réalité. On ne perçoit pas bien la réalité. C'est valable aussi pour les volumes, pour tout un tas de choses. Et donc, c'est important de tenir compte de ça aussi dans la conception des politiques publiques. Et il y a des collègues, donc Pierre Chandon, qui proposent un peu des politiques publiques autour de ces... Enfin, utilisant ces mécanismes comme levier. L'effet de halo. Alors l'effet de halo, là, je vais l'illustrer par une expérience où on a 48 étudiants. Alors encore une fois, ce n'est pas un super échantillon, c'est un peu sélectionné, etc. Et on demande aux étudiants de faire une évaluation hédonique sur une échelle ordonnée de 2 types de bananes, produites en bio et conventionnelles et labellisées bio ou conventionnelles. Les étudiants donc goûtent le produit, hein, il y a 4 conditions, ils goûtent le produit, ils voient s'il y a un label ou pas, et ils donnent une note hédonique. Bon. Et ce qu'on voit, c'est que, ici, vous voyez que pour les labels, si on prend les labels qui sont en vérité des labels conventionnels, hein, pas produits en bio, le simple fait de mettre un label augmente la note hédonique mise par les sujets, et l'augmente significativement. Okay. Donc ça veut dire que les différentes caractéristiques d'un produit ne sont pas évaluées indépendamment les unes des autres. Ça veut dire aussi que les distributeurs et les producteurs peuvent avoir des incitations à jouer un peu avec des labels qui définissent eux-mêmes, dont ils définissent eux-mêmes le cahier des charges, etc. Hein, ce qu'on appelle les allégations. Voilà. Donc ça, c'est tout un domaine de régulation aussi auquel il faut prêter attention. Alors là, c'est une 3e expérience, et là, c'est sur l'empreinte carbone négative des aliments. Là, on a 536 sujets, donc ça, c'est pas mal en termes de puissance statistique. Et sur une échelle de 1 à 7, il devait évaluer l'empreinte carbone de un plat,
ok, donc dans le plat, il y a des patates, un steak, champignons. Ce même plat auquel on rajoute une salade labellisée bio, et ce même plat auquel on rajoute une sauce. Donc les sujets ils étaient répartis aléatoirement. Hein, c'est vraiment, on compare différents traitements. Et donc là, le résultat principal, c'est que vous voyez, si on rajoute, en fait, c'est le gris foncé là, si on rajoute la salade labellisée bio, vous voyez que par rapport au plat seul, on a une diminution de l'impact environnemental perçu. Alors après, il réplique l'expérience avec d'autres métriques d'évaluation de l'impact environnemental perçu, etc. Mais ça ressort de manière assez robuste. Donc voilà, donc on a une sorte de bien vertueux, de produit, d'ingrédients vertueux dans votre assiette qui va retirer de l'empreinte carbone. Ça marche aussi pour les calories. Hein, qui va retirer de l'empreinte carbone à votre repas. Et dernier exemple de biais de perception et de cognition. Ça, c'est une expérience dans laquelle on a 546 sujets qui devaient donner leur disposition à payer pour obtenir des informations soit sur du bœuf, soit sur du porc. Alors, et il y avait 3 types d'informations, donc on les répartissait en 3 groupes. Information environnement, information santé, information sur le bien-être animal. Il y a 2 tiers d'entre eux tirés au sort, auxquels on faisait manger du bœuf et du porc avant de leur demander leur disposition à payer pour cette information. Et donc là, dans les résultats, on va s'intéresser au pourcentage de gens qui ne veulent pas payer, okay, qui ne veulent absolument pas payer pour obtenir l'information. C'est là où c'est ce que présentent les auteurs comme résultats les plus clairs. Donc si je prends le premier graphique, bœuf et information sur l'environnement. Donc là, j'ai le pourcentage de sujets qui, dans le groupe contrôle, ne veulent pas de l'information sur l'impact environnemental du bœuf, 20%. Dans le groupe de traitement, j'ai mangé de la viande, ça monte à 37%. Okay. Là, pour l'autre résultat qui est significatif, qui est bien significatif, c'est pour le porc et la santé. Pareil, je ne veux pas. Il y a plus de sujets qui ne veulent pas d'informations sur les impacts santé de la viande de porc dans le groupe qui a mangé de la viande de porc avant qu'on demande la disposition à payer pour l'information. Okay. Donc ça, ce qui est intéressant pour les économistes ici, c'est que souvent les économistes, on suppose que, et puis les sciences cognitives, hein, souvent, enfin en partie, moins maintenant, mais bref, on suppose que voilà, les gens acquièrent de l'information, ils ont leurs préférences, ils ont leurs contraintes, ils intègrent tout ça, puis ils font leur choix. Là, ce que ça montre, c'est que, ben non, en fait, les gens font leur choix, et puis après, ils peuvent aussi intégrer l'information de manière motivée par les choix qu'ils ont faits, par leurs préférences. Donc là, vous voyez que ça va être compliqué de faire changer les croyances des individus, et même que de les informer, si la capacité qu'ils ont, ou la probabilité qu'ils acceptent l'information et qu'ils l'intègrent et l'utilisent de manière efficace, dépend de leur régime alimentaire. S'ils ont déjà des régimes alimentaires ils ont des régimes alimentaires qui sont très carnés, etc., bah, probablement qu'ils vont être réticents, qu'il va y avoir une forme de réactance à tout ce qu'on va leur donner comme information sur l'empreinte carbone des protéines animales. Voilà, alors j'avais plus que 5 minutes, donc je ne vais pas trop... voilà, sur le marketing, on a aussi pas mal de choses sur... on a des études sur le marketing et sur l'effet du marketing. Ce qui est important sur l'effet du marketing, c'est... Il y a un phénomène qui est en lien un peu avec les statistiques qu'a montré Pierre, c'est que il y a quelque chose qui s'appelle la globalisation. Alors la globalisation a différentes dimensions. Elle a une dimension économique, mais elle a aussi une dimension culturelle. Et ce qu'on avait montré dans un travail avec une doctorante, c'est que la globalisation culturelle est un déterminant causal de la demande de protéines animales et de la hausse de la demande de protéines animales. Deuxième chose qu'avait montré la même doctorante, c'est que la publicité et le marketing, en fait, c'est
premier résultat en haut, via l'exposition à la télévision, a un impact de long terme sur les préférences pour les aliments sucrés, etc. Voilà. Donc il y a des preuves, quand même, on commence à avoir des preuves que le marketing alimentaire a des impacts de long terme sur les préférences des consommateurs. Voilà. Pour le troisième point, on pourra éventuellement le discuter. Donc si je fais un résumé sélectif et probablement un peu sur un mode narratif, un peu des grands résultats qu'on a pour le moment, c'est qu'il y a des déterminants spécifiques de la demande, une demande croissante de plats préparés et d'aliments transformés qui est liée aux évolutions du marché du travail, la hausse du taux de salaire horaire, etc. Les gens cuisinent moins. Réponse du côté de l'offre, et ça, là-dessus, Louis-Georges, notamment, avait beaucoup travaillé, c'est des innovations, des spécialisations et gains d'échelle, le phénomène de mondialisation qui aussi diminue les coûts de production, et donc tout ça, ça induit une baisse du prix relatif des aliments transformés, gras, sucré, salé, ça c'est pour des raisons techniques, hein, c'est aussi des dynamiques techniques, et du prix relatif des protéines animales. Là-dessus, on rajoute des facteurs d'offre qui influencent les choix des consommateurs. Alors la composition des aliments, parce que si les aliments sont de plus en plus sucrés, on sait que dans l'offre alimentaire, hein, c'est les données FAO, il y a une hausse de la proportion, du pourcentage de sucre dans l'offre de calories. Donc le sucre, ça a quand même des effets assez forts sur les préférences, la consommation de sucre. Facteur d'offre, le marketing, plus des contraintes d'information, de perception et de cognition des consommateurs sur lequel le marketing alimentaire s'appuie en partie. Tout ça, ça limite ce qu'on appelle la souveraineté des consommateurs et qui est un peu au cœur des politiques publiques de marché dans l'Union européenne. Et finalement, ce qu'on obtient sur le long terme, c'est une forme de dépendance au chemin. C'est-à-dire qu'on a une modification des choix, une modification du système de production concomitante, des modifications des préférences des consommateurs avec des formations d'habitudes, des normes sociales. Et donc vous voyez qu'on arrive dans des situations de lock-in où c'est extrêmement difficile. En fait, il faut arriver à tout changer et agir sur tous les leviers en même temps. L'offre comme la demande. Parce que sinon, en fait, ça ne peut pas marcher. Et se pose la question de l'acceptabilité des régimes alimentaires durables face à des consommateurs qui ont des préférences qui sont quand même très orientées vers la demande de protéines animales. Est-ce que j'ai une minute ou... Oui. Voilà. Alors après, l'implication pour la construction des politiques publiques, on va dire, on a un peu ce cadre-là, cette boîte à outils. Il y a deux choses. Il y a qu'est-ce qui justifie les politiques publiques? Donc ça, c'est la question normative qu'on va se poser, est-ce que c'est justifié ou pas? Et ça renvoie aussi à des questions de droit, juridique, etc. Est-ce qu'on peut faire tout et n'importe quoi dans le cadre juridique qu'on s'est donné? Et puis la question des outils. Et là, c'est plus la question de l'efficacité qui se pose et comment on évalue l'efficacité et les impacts de ces outils sur les différents groupes de la population, riches, pauvres, etc. Et puis les impacts en termes de niveau de consommation, d'émissions de carbone, mais aussi de santé, de durabilité, etc. Alors, si on dit que la question, c'est le problème des externalités, des impacts environnementaux, impacts de santé, dans ce cas-là, en général, on va dire des économistes, on est plutôt pour des politiques de prix. Alors, les politiques de prix, ça peut être la taxe carbone, ça peut être des politiques commerciales et agricoles qui vont influencer sur les coûts de production, etc. Et puis, in fine, on espère que ça va se transmettre au prix à la consommation. Donc là, on cible les prix et pas vraiment les préférences révélées des consommateurs. Et puis, si on suppose qu'il y a un manque d'information générale sur les conséquences de mes choix, manque d'information personnalisée, parce que les différents individus ont des besoins différents. On sait que les seniors, par exemple, ont besoin de plus d'apports en protéines. Manque d'informations spécifiques sur les produits, dans ce cas, on fait des campagnes d'information générale. On peut faire des scores pour faciliter l'accès à l'information, EcoScore, Nutri-Score, etc. Voilà, qui peuvent être efficaces, modulo le fait que, comme je vous l'ai dit, en fait, les consommateurs ne sont pas forcément prêts à intégrer toute information. Donc c'est pas forcément... l'efficacité n'est pas garantie. Et puis, si on suppose que les consommateurs ont des biais de rationalité ou des contraintes très fortes en termes de perception, de cognition, etc., dans ce cas-là, il y a d'autres
politique et on enrichit la boîte à outils, par exemple les politiques de nudge, où on change l'architecture des choix. Hein. Donc c'est le truc classique à la cantine, on met les fruits et légumes en premier au rayon dessert. Quelque chose qui émerge, c'est la notion de boost. Là, en fait, c'est plus vraiment de l'éducation assez fine, où on essaye d'enseigner aux consommateurs à appliquer des heuristiques de choix. Une heuristique, c'est une manière de décider, des règles de décision qui sont faciles à mettre en œuvre, qui ne sont pas très coûteuses à mettre en œuvre. Il y a la régulation du marketing publicitaire, il y a les standards de qualité. Voilà. Et donc là, en fait, on cible les pratiques du consommateur et son environnement alimentaire pour changer ses préférences, on va dire ses préférences révélées. Voilà, je m'arrête là. Je ne sais pas si j'ai tenu. Restez là. Merci beaucoup, Fabrice. Si vous avez vu la complexité des comportements et donc des politiques éventuellement pour les modifier. Donc on a le temps pour un peu de questions. Et je vous demanderai, quand vous posez la question, de dire qui vous êtes. Voilà. C'est moi qui passe ça ? Ah oui, pardon. C'est pas une question ou c'est vous qui passez ? Très bien. Est-ce que vous avez des questions ? Allez-y, c'est toujours la première. Ah, pardon. Excuse-moi. Oui, bonjour. Je vous présente, excuse-moi. Daniel L, donc collectivité Haut du Bassin Rennais et terre de source. Donc merci pour toutes ces présentations très, très intéressantes et vraiment enrichissantes. Moi j'ai une question en fait sur les projets de sécurité alimentaire. Et est-ce que vous avez étudié ce dossier qui est sans doute complexe au niveau économique, mais est-ce que vous avez des éléments à nous apporter sur ce dossier, sur ce projet de sécurité alimentaire ? Alors, la sécurité sociale de l'alimentation, il y a des expériences en cours à Bordeaux, à Montpellier, un peu partout. À ma connaissance, les résultats ne sont pas encore sortis. Voilà. Donc, voilà, juste pour rappeler... Là, c'est... En théorie, les éléments théoriques, est-ce qu'ils ont été étudiés indépendamment ? Alors, moi, je ne les ai pas étudiés, donc je ne vais pas me prononcer dessus, sur la viabilité du système. Hein. Parce que c'est un peu ça en fait la question. Je ne vais pas me prononcer dessus. Après, si vous voyez, il y a toute une littérature aux États-Unis sur la distribution. Alors la sécurité sociale de l'alimentation, c'est qu'on distribue aux consommateurs, à certains consommateurs, mais ça a vocation à être universel comme la sécurité sociale. On distribue des bons qui peuvent dépenser sur certains types d'aliments dans des magasins conventionnés. Conventionné pourquoi ? Pour aussi favoriser un peu l'approvisionnement local, etc. Après, voilà, en tant qu'économiste, ce que je vous ai présenté sur les substitutions, etc., les mécanismes de substitution que peuvent opérer les consommateurs, ça pose des questions. Est-ce que cet argent-là qu'ils vont recevoir, du coup, ça libère du budget pour autre chose ? Comment ils vont le dépenser ? Bon, ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est les impacts que ça peut avoir sur, si c'est généralisé, ça peut être très massif, hein, 150 € par mois par habitant, ça va être massif. Donc voilà, si c'est généralisé, les impacts que ça va avoir sur le système productif, etc. Est-ce que le système productif va pouvoir approvisionner les magasins, etc. Donc il y a tout un tas de questions qui se posent autour de la faisabilité. Et puis il y a la question de l'universalité du dispositif. Est-ce que l'universalisme, il ne doit pas être proportionné aussi aux moyens financiers dont disposent les individus ? Est-ce qu'on va donner le même bon à la famille Arnaud et à des gens qui en ont vraiment besoin au niveau financier ? Donc voilà, c'est des questions qui se posent. Après, probablement ça a été répondu. Enfin voilà, ça a été un peu traité dans cette littérature, mais je ne sais pas s'il y a d'autres personnes plus compétentes probablement que moi là-dessus. Ce que tu pourrais faire peut-être, c'est donner quelques noms de chercheurs qui il y a Antoine Bernard de Raymond qui travaille dessus à Bordeaux. Qui m'envoie un mail et on lui donnera à Daniel. Ouais. Anaël, vous vous sentez parce que vous faites un peu ça, non ? Très bien. Donc, du coup, quand vous ferez votre intervention, quand tu feras ton intervention... C'est un sujet voisin, mais... Il faut parler là-dedans.
Oui, moi je travaille sur un sujet voisin qui est... on m'entend mieux ? Ouais. Qui est le chèque alimentaire de la Convention citoyenne pour le climat. Mais donc voilà, on n'a pas tout le côté démocratie alimentaire qu'on a dans le projet de sécurité sociale alimentaire, mais les questions de comment c'est utilisé, quel est l'effet rebond, c'est des questions qu'on aborde complètement. Okay, donc Anaëlle présentera après. Vous voyez qu'on anticipe même les questions pour construire le programme. C'est remarquable. Allez-y. Pareil, vous vous présentez. Des anticipations rationnelles. Bonjour. Vas-y. C'est bon. Oui. Je m'appelle Nino, je suis étudiant. Je voulais savoir, quand vous avez montré le graphe tout à l'heure avec le mécanisme de substitution, justement, vous disiez que ça avait l'air d'être important, le changement de pouvoir d'achat qui pouvait y avoir, qui pouvait résulter de la politique publique qui était mise en place. Et j'ai pas forcément compris pourquoi, en fait. Qu'est-ce qui va impliquer nécessairement une baisse du pouvoir d'achat par cette taxe et la subvention qui va avec? Si vous faites une grosse taxe et une petite subvention, en fait, et que j'ai vraiment un fort attachement aux protéines animales, pour moi, c'est une perte de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, en fait, c'est pas juste de l'argent, en fait. C'est en quelque sorte du bonheur, ou de l'utilité. Voilà. Et donc, en fait, c'est toute la question des indices de prix. Quand on dit, par exemple, les indices de prix mesurent mal l'inflation, pourquoi ? Parce qu'en fait, pour certaines catégories de la population, leurs préférences sont telles que l'indice de prix moyen de l'INSEE, en fait, reflète pas leurs préférences. Et qu'ils ont une structure de consommation où ils ont certaines préférences, et les biens qu'ils aiment consommer, leur prix a fortement augmenté. Voyez. Donc en fait, la notion de pouvoir d'achat, c'est une notion monétaire, mais passée par le filtre des préférences. Voilà, c'est pas juste juste le revenu qu'ils ont sur leur feuille de paye. C'est un petit peu plus. D'accord, mais donc on ne peut pas du tout envisager une politique où les subventions seraient égales à l'inverse des taxes. Alors voilà, après il faut bien calibrer la politique, mais la question après, c'est plus des questions d'arbitrage, on va dire, de politique publique, de déficit, de dette, etc. Enfin voilà, il y a un peu des enjeux macro qui du coup peuvent se coller un peu sur des enjeux plus ciblés, quoi. Ok, merci. Merci. D'autres questions ? Faut que je fasse ça pour voir. Oui. Pareil, je connais, mais tu te présentes. Philippe Insinger, INRAE Montpellier. On voit la difficulté d'informer le consommateur adulte, en tout cas, qu'il intègre les informations essentielles, les coûts cachés de l'alimentation, etc. Je me demandais par rapport au levier de l'éducation politique qui peut être associé, tu as un tout petit peu évoqué ce qu'on peut faire au niveau des cantines scolaires. Est-ce qu'on a suffisamment de recul dans certaines villes, certaines régions, pour pouvoir essayer d'être un peu optimiste sur ce levier-là, l'éducation des très jeunes, pour intégrer des informations essentielles que les adultes ont beaucoup de mal à intégrer? Alors, je ne vais pas pouvoir te répondre parce que je commence à travailler là-dessus dans le cadre du projet Préfalim, justement. Donc voilà, je vais pas me prononcer. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a... Louis-Georges, peut-être Il faut attendre le résultat du programme. On a vraiment fait un programme magnifique, quoi. C'est un projet, tu dois finir quand, dis-le, comme ça. 2027. 2027, ouais. Une dernière question. Oui, alors, vas-y, attends. Bonjour, donc Alexandre Goin, chercheur en économie à l'INRAE. Et je voudrais prolonger la question de Daniel, du bassin rennais, parce que je suis avec Pierre Duprat, nous sommes dans ton projet Terre de Source. Je pense qu'il y avait aussi une dimension que Daniel voulait mentionner, c'est est-ce que les consommateurs sont au courant si la nourriture qui est devant eux, elle est locale ou pas, quoi. Et même le représentant de Rennes Métropole, il a dit comment on fait, nous, au sein de Rennes Métropole. Donc c'est des politiques plus locales, hein, évidemment, par rapport à la taxation qui peut être nationale, voire européenne. Donc est-ce qu'il y a des travaux de recherche, tu nous en as listé plusieurs, mais est-ce qu'il y en a d'autres à côté qui vont regarder un peu plus comment se forment les préférences des consommateurs,
s'ils savent que le produit qui est devant eux est plus ou moins local, parce qu'il pourrait être par exemple non transformé, enfin du frais, versus du non frais. Bah là, à la limite, le non frais qui se stocke, il peut venir de partout, quoi. Que si c'est du frais. Donc est-ce qu'il y a des éléments comme ça dans les recherches sur le comportement alimentaire des consommateurs qui permettraient d'avancer un tout petit peu? Alors, à ma connaissance, en économie, c'est pas un sujet sur lequel les gens ont beaucoup travaillé. C'est-à-dire, pendant des années, en fait, il y a eu beaucoup de choses sur tout ce qui est label nutrition santé, etc. Après, labels environnementaux, etc. Mais la dimension locale spécifiquement, j'ai pas vu passer d'articles de recherche là-dessus. Il y a eu une thèse récente à Montpellier sur ce. Alors, c'est sur les circuits courts. Et je peux te communiquer la référence de la thèse. Mais ce qui est étudié, c'est qu'on voit qu'il y a une assez grande confusion à la fois dans les gens qui font la promotion des produits locaux et dans les gens qui recherchent les produits locaux entre l'impact carbone, parce que les gens voient le déplacement des aliments, mais ils ne voient pas que plus de la moitié de l'impact climatique des aliments vient de l'agriculture, en fait, où que ce soit. Donc, il y a cette confusion entre l'aspect local et l'aspect climatique, d'une part, et puis l'aspect circuit court. Circuit court, évidemment, il y a deux... Il y a la définition officielle, c'est pas plus d'un intermédiaire entre l'agriculteur et le consommateur, mais pour beaucoup de gens, circuit court, ça veut dire local. Et donc, dans cette thèse, j'ai pas trop la mémoire des noms. Pourtant, j'étais rapporteur, mais voilà, mais je t'enverrai. C'est Yuna Chifolo, hein, c'est ça, ouais. Oui, voilà. Merci beaucoup.